Le maximum glaciaire, comme son nom l'indique, c'est un moment d'une grande glaciation qui a duré à peu près 100 000 ans. Des pingouins à Marseille, par exemple, on le voit sur les peintures de la grotte Cosquer à Marseille. Et il y a l'air d'avoir quelque chose de l'ordre d'une chute démographique assez importante. On ne disparaît pas totalement, en revanche, c'est au prix de souffrances et de pertes humaines énormes. Avec le réchauffement, cette calotte glaciaire, elle a fondu, et sur le continent, elle a fini par former un lac de plus en plus grand. Ça faisait plus d'une fois et demie la France. Et on comprend qu'il y a 8200 ans, ce lac, il se déverse brutalement d'un seul coup dans l'océan Atlantique Nord. C'est l'océan qui monte de 41 cm partout. Le petit âge glaciaire, c'est vraisemblablement le contraire. Plusieurs périodes pendant lesquelles le soleil a des minimums. C'est pas grand chose à l'échelle globale, ça peut être un demi-degré. Ça va donner des hivers extrêmement rudes. Pour les paysans notamment, c'est catastrophique. Les récoltes, elles sont ravagées. Ils gèlent sur les premiers bourgeons du printemps, puis ils gèlent une fois que ça a réussi à fructifier, donc on peut pas récolter. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du climat depuis 20 000 ans. Et nous vous emmenons à la découverte d'un monde où la Manche n'était qu'un fleuve, le Sahara une grande savane, et où le Japon n'était pas encore un archipel. En quelques millénaires, la planète a extraordinairement changé avant même que l'homme ne dérègle brutalement la machine climatique à coups de CO2. D'où cette question, comment nos ancêtres se sont-ils adaptés à ces changements du climat ? Pour y répondre, nous recevons Clotilde Chamussy et Lucas Pacotte, respectivement archéologues et historiens de formation, vulgarisateurs scientifiques, créateurs de la chaîne YouTube Passé Sauvage et auteurs de la grande histoire du climat. Bonjour Clotilde. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors première question, vous êtes archéologue de formation et historien. Pourquoi avoir fait un livre sur l'évolution et l'histoire du climat ? Alors, quand on est archéologue, on s'intéresse toujours aux questions d'environnement, de climat, parce que quand on traite de chronologie très lointaine, on a besoin de savoir, de comprendre dans quel milieu évoluaient nos ancêtres. Voilà, il y a 20 000 ans, c'est pas la même chose qu'en 2024. Donc forcément, ça a des implications sur les modes de vie. Et puis, je pense que comme nous écrivons en 2022 ce livre, il y a une énorme sécheresse en France. Il ne pleut pas pendant 2 mois d'affilée. Et ça va initier chez nous un intérêt supplémentaire sur ces questions-là de l'histoire du climat. Oui, et puis en fait c'est aussi le livre qu'on aurait aimé lire et qu'on ne trouvait pas. Le projet il vient aussi de ça parce qu'on a eu besoin de comprendre effectivement les changements climatiques du passé pour travailler sur des sites archéologiques, sur des vidéos ou même pendant nos études. Et un livre vulgarisé qui explique comment change le climat, comment on sait qu'il a changé et quels ont pu être les différents changements par le passé, de manière synthétique avec une bibliographie, tout simplement, ça n'existait pas. Voilà. Donc il y a eu un autre livre qui est sorti, mais qui est fait par un climato-sceptique et qui ne cite pas ses sources. Donc on voulait aussi apporter un contrepoint un petit peu plus... Non, mais oui, et puis c'est vraiment, on produit des livres, du documentaire, que ce soit en vidéo ou en livre, aussi à partir d'où on est et de ce qu'on voit aussi dans les autres médias. Et je pense qu'on avait aussi envie de répondre aux climato-sceptiques qui ont voix au chapitre sur certains médias. Alors on peut aussi avoir des climato-relativistes qui s'arrangent aussi de ce qui se passe au niveau météorologique. Mais on avait envie d'expliquer, de faire le constat, une version archéologique du rapport du GIEC, c'est ce qu'on écrit en introduction, pour avoir des bases très précises et fondées sur ce qui se passe actuellement. Alors si on rentre on va essayer de faire une fresque du climat il y a 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui à peu près. Il y a un épisode qui est intéressant, c'est que les hommes vont sortir et vont arriver en Europe à peu près il y a 50 000 ans. C'est une période de glaciation, une période un peu plus chaude dans la glaciation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les hommes sont arrivés en Europe climatiquement ? Alors c'est une très bonne question et c'est très débattu encore parmi les préhistoriens parce que déjà les dates précises des
de l'arrivée de... Donc là, on parle d'Homo sapiens, il y a 50 000 ans en Europe, c'est Homo sapiens. Il y a d'autres espèces humaines qui sont arrivées bien plus tôt en Europe. C'était Homo erectus qui a évolué en Heidelbergensis, en Néandertal. Voilà. Donc là, c'est sapiens qui arrive il y a 50 000 ans. Et effectivement, c'est une période froide. Et les dates sont pas très bien connues. Voilà, on a des fossiles de sapiens en Bulgarie il y a 46 000 ans, à la grotte Mandrin. En France, on a peut-être du sapiens avec des pointes de flèches, on ne sait pas trop. Mais il y a une grande sortie d'Afrique d'Homo sapiens il y a 65 000 ans. Il y a, parmi les dernières recherches qui ont lieu, et des choses notamment qui sont sorties après la sortie du livre, donc c'est l'occasion d'actualiser et de continuer à voir. Il y a peut-être aussi le rôle des moussons africaines et dans l'océan Indien qui ont apporté l'humidité. Aujourd'hui, on pense que les phases vertes du Sahara, ces phases humides qui ont rendu le désert beaucoup plus fertile, ont pu favoriser des sorties d'Afrique. Et donc quand on dit le Sahara, il faut penser que la péninsule arabique, juste à l'est, connaît aussi les mêmes processus. Donc c'est vrai que si tout le Sahara plus l'Arabie ne sont plus des déserts, mais des espaces couverts de prairies, avec des rivières, avec des lacs, eh bien ça peut pousser les humains petit à petit à partir vers le nord. Mais voilà, c'est une question encore difficile. Et puis ce qu'on essaye, nous, de proposer dans ce livre, c'est de ne pas forcément voir les migrations de population comme des réponses à des crises. Il y a aussi Sapiens, c'est nous, c'est-à-dire qu'on a le même cerveau, donc il y a aussi cet aspect exploratoire. Il y a aussi des motivations peut-être purement intellectuelles, où on a un système de pensée qui fait que on bouge et on a envie de s'implanter ailleurs. Et c'est pas forcément parce que il fait trop chaud ou il y a trop de pluie ou voilà. Ce qui rend très complexe d'ailleurs ce chapitre sur les hominidés, parce que au début, on parle de l'East Side Story, qui est la théorie de Coppens, où il a, mais très intelligemment, on ne critique pas du tout cette approche-là. Il a pensé que c'était l'aridité, avec un aspect très mécanique des choses qui auraient poussé les humains à aller ailleurs. Et aujourd'hui, avec plusieurs décennies de recherche sur ces questions, on se rend compte que c'est plus complexe et que ça varie en fonction des lieux. Donc si on continue le fil, en Europe, donc depuis à peu près 50 000 ans, même si on voit que la recherche est en cours sur ces questions-là, il y a des Homo sapiens. Il va y avoir le maximum glaciaire vers 23 000 ans, quelque chose comme ça. Donc il va y avoir une forte glaciation. À quoi ressemble l'Europe à cette époque-là? Et quel impact ce maximum glaciaire, le fait qu'il y ait eu une avancée très importante des calottes de glace, a pu faire sur les humains? On peut citer comme exemple qu'il y a des pingouins à Marseille, par exemple. On le voit sur les peintures de la grotte Cosquer à Marseille. Il y a la réplique qui est ouverte aujourd'hui, donc ça permet vraiment de se rendre compte de ce climat un peu stépique, c'est-à-dire que c'est râpé. Donc c'est une végétation qui a du mal à pousser. Il y a des rennes. D'abord, pardon, je te coupe, mais pour comprendre, au niveau des calottes de glace, parce que c'est ça vraiment qui change en premier lieu, quelle est la différence de niveau marin, de calottes de glace sur Terre? Et après, on viendra effectivement aux différents climats qu'il peut y avoir. Le maximum glaciaire, comme son nom l'indique, c'est un moment d'une grande glaciation qui a duré à peu près 100 000 ans. C'est un moment qui fait quelques millénaires et qui est l'extrême de froid de cette glaciation. C'est dû à des paramètres orbitaux de la planète. En fait, ça veut juste dire que pendant plusieurs millénaires, l'hémisphère nord va recevoir un peu moins de chaleur du Soleil, du fait de la manière dont la Terre tourne autour du Soleil, comment elle se présente avec son orbite. Ça fait que les étés, la neige fond un peu moins. Et d'été en été, cette neige qui fond un peu moins, en fait, c'est de la neige qui s'accumule, qui finit par former des grandes calottes glaciaires. Certaines font plusieurs kilomètres d'épaisseur. Aujourd'hui, des immenses calottes glaciaires, il n'y en a plus que deux. En fait, il y en a une sur le Groenland, une sur l'Antarctique, au sud. Et il faut imaginer qu'il y en a deux supplémentaires à l'époque. Au maximum glaciaire, il y en a une qui couvre tout le Canada, qui s'appelle la calotte laurentide. Et il y en a une qui couvre toute la Scandinavie, une partie de l'ouest, du nord-ouest de la Russie et peut-être jusqu'aux îles britanniques. Donc en fait, c'est des quantités astronomiques d'eau qui ne sont pas dans les océans, mais qui sont sur les continents sous forme de glace. Il faut bien s'imaginer, c'est plus de 2 km d'épaisseur à son sommet. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ces territoires comme le Canada et la Scandinavie qui ont tellement été enfoncés par la quantité de glace, aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle un rebond isostatique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de remonter. Comme toute la glace a fondu, en fait, la Terre est en train de se relever petit à petit. Donc si vous allez au Canada ou en Norvège, par exemple, c'est les deux seuls endroits où la montée du niveau des océans, ils s'en foutent complètement parce que la Terre remonte plus vite que l'océan. Bon, bref. À la période du maximum glaciaire, l'océan est 120 mètres plus bas, à peu près. Donc effectivement, nous, on le voit, Clotilde parlait de la grotte Cosquer, parce que son entrée aujourd'hui est à 30 mètres, un peu plus de 30 mètres sous la surface de l'eau. Bah, à l'époque, on y accédait à pied sec, il n'y avait pas de souci. Donc c'est un moment de la glaciation particulièrement froid. Voilà, donc effectivement, ça va supposer des paysages différents et puis des adaptations différentes de la part des humains. Et puis, pardon, je rebondis là-dessus, et après on reviendra sur le climat à proprement parler, mais ça veut dire qu'on peut aller à pied en Angleterre, que en fait, la Manche n'existe pas, ça veut dire que le Japon est relié à la Chine, qu'il y a un continent, le Saoul en Océanie. Enfin, en fait, on a l'impression que la tectonique des plaques, c'est des échelles de temps de millions d'années, mais en fait, le visage même de la Terre change complètement à cette époque. Voilà, qui dit 120 mètres d'océan en moins, dit effectivement des îles qui sont reliées au continent. Donc tu l'as dit, effectivement, la Grande-Bretagne, le Japon. Le Saoul, c'est la fusion en fait de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Tasmanie. Donc c'est 3 grandes îles d'Océanie qui forment une espèce de paléocontinent. Et donc ce sont aussi des passages qui sont facilités. C'est pendant cette glaciation que les humains sont allés en Amérique à pied sec, puisqu'il y a aussi le détroit de Bering entre la Sibérie orientale et l'Alaska qui est à ce moment-là accessible à pied sec. Donc effectivement, le visage des continents est tout à fait bouleversé. Nous, on met une carte justement dans ce livre pour qu'on arrive à se représenter bien pour les continents. En Europe, ce qui change, c'est effectivement la Manche est une grande vallée fluviale. Vous avez la Seine, le Rhin et la Tamise qui en fait se déversent dans la Manche, qui confluent et qui vont se jeter un petit peu plus à l'ouest dans l'océan Atlantique. Donc ça crée, oui, des opportunités d'exploration, encore une fois. Il n'y aurait pas eu ces peuplements à ces dates-là si on n'avait pas pu marcher sur ces calottes-là. Donc c'est voilà, des changements climatiques. On voit à quel point les humains s'adaptent. Alors, en tout cas, ne disparaissent pas systématiquement. Voilà, il n'y a pas cette logique d'effondrement qu'on peut beaucoup retrouver dans l'archéologie, dans les publications archéologiques. Et c'est ce que tu disais, pour revenir sur ce que tu disais, à quoi ressemble le climat de l'Europe, par exemple, à cette époque-là? Tu parlais de pingouins à Marseille. En fait, on a un imaginaire, par exemple, que la forêt est immémoriale. Ah non, il n'y a pas de forêt. Non, il y a quelques arbres dans des endroits refuges. C'est vraiment un paysage de steppe froide. Puis on va le voir aussi au niveau archéologique, dans les objets qu'on découvre. On va par exemple retrouver des aiguilles à chat, donc qui sont carrément inventées pour s'adapter à ce climat froid. Aiguilles à chat qui ne va pas bouger jusqu'à la période médiévale. Donc c'est des inventions exceptionnelles et pérennes, et que ça sert à coudre des peaux, en fait. Donc on a des vestiges d'adaptation des humains à un changement climatique. Et ça, c'est hyper touchant. Moi, souvent, ça me... Voilà, faut bien imaginer que pendant cette période-là, de manière générale, pendant tout le paléolithique européen, en fait, on mange du renne. Voilà, c'est 90% des ossements qu'on retrouve dans ces cultures, et en particulier pendant le maximum glaciaire, c'est du renne. Donc les humains se sont spécialisés, se sont adaptés à chasser des troupeaux de rennes, qui sont des grands mammifères qui se déplacent dans le paysage et qui peuvent être chassés si on les attend, notamment à un gué, quand ils doivent traverser une rivière. On peut facilement en abattre quelques-uns en étant un peu cachés, en ayant des techniques de chasse appropriées. Et puis avec le renne, on fait tout. Donc on va fabriquer des outils avec les os, on va manger la viande évidemment. On va faire des tentes et des vêtements avec les peaux. On va faire du fil avec les tendons. On va faire des percuteurs pour le silex avec les bois de renne, ou on va faire des objets comme les propulseurs ou comme les bâtons percés, etc. Donc c'est une économie ultra spécialisée sur cet animal, et voilà, qui témoigne de ce climat très particulier en Europe.
ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le maximum glaciaire, il y a à peu près moins 20 000 ans, c'est 6 degrés de moins à l'échelle de la planète par rapport à aujourd'hui. Les trajectoires du GIEC nous mènent à, dans les pires scénarios, les fourchettes hautes, 5-6 degrés d'évolution du climat. Donc on voit qu'en fait, 5 degrés ou 6 degrés d'évolution, c'est un monde qui n'a rien à voir avec, avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, pas juste un pull en plus ou en moins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent dans les discours climato-sceptiques, il y a cette idée qu'on s'adaptera toujours au climat. Moi, ce que j'ai appris dans votre livre, c'est qu'en fait, la population de l'Europe, avec ce maximum glaciaire, alors qu'elle était assez peu peuplée, s'est effondrée. C'est aussi ça, c'est ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que certes, l'homme s'est adapté, mais à un prix important démographiquement. Bah oui, enfin, on ne disparaît pas totalement. En revanche, oui, il faut pas être dans le déni. C'est au prix de souffrances et de pertes humaines énormes. Et c'est sans doute, oui, ce qui va nous arriver, j'en sais rien, je ne peux pas prédire l'avenir, mais ça ne se fait pas sans douleur, ça c'est évident. Ouais, c'est difficile d'estimer vraiment la population européenne à cette époque-là, parce que on cite plusieurs études dans le livre qui donnent des fourchettes un peu différentes. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est qu'effectivement, on se replie, il y a moins de sites, et il y a l'air d'avoir quelque chose de l'ordre d'une chute démographique assez importante. Donc effectivement, on peut toujours dire, oui, à l'échelle de l'humanité en tant qu'espèce, on s'adaptera toujours, il y aura toujours des coins vivables sur la planète. Pour autant, l'enjeu, c'est d'être 10 milliards sur le bateau, quoi. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y en aura un infime pourcentage qui survivra qu'on pourra dire que tout va bien, quoi. Ouais. De mémoire, quand même, les chiffres que vous citez, qu'il faut pas prendre au pied de la lettre, parce que évidemment c'est des études et la recherche est en cours, mais juste pour avoir les ordres de grandeur, vous dites, je crois, de mémoire dans le livre, qu'on passe de 330 000 habitants en Europe, selon une étude, à peine 100 000 ou 150 000, je sais plus. C'est quand même, ça veut dire que la population, on a l'impression aujourd'hui qu'elle chute à peu près de moitié, alors qu'elle est très peu nombreuse. Oui, après, voilà, ce sont des groupes de chasseurs-cueilleurs, donc qui sont plus sensibles peut-être à cette chute démographique. Les densités d'habitants sont pas les mêmes aussi. C'est difficile de comparer. Voilà, ce qui nous apportera peut-être une réponse un petit peu plus précise dans les prochaines années, c'est la génétique, alors qui est toujours en train de développer des modèles, mais pour la chronologie notamment, ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, mais la génétique elle pourra peut-être aussi servir à estimer la taille d'une population, à partir de si on arrive à avoir plusieurs échantillons. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra regarder dans les prochaines années pour avoir une idée précise de cet effondrement ou pas, de cette adaptation et de l'ampleur de la douleur à l'époque. Alors pour reprendre le fil, on a dit 50 000 ans, les sapiens arrivent en Europe, donc vers à peu près il y a moins 20 000 ans le maximum glaciaire avec ces énormes calottes de glace qui sont principalement sur le nord de l'Amérique du Nord, le nord de l'Europe, mais aussi en Himalaya, sur les Alpes. Toute cette glace, elle va fondre rapidement. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va se manifester avec cette fonte des glaces ? Est-ce que le niveau de la mer va brutalement augmenter ? Comment ça se passe, cette fonte ? On a en fait cette déglaciation, elle est progressive, évidemment, ça se fait jamais en quelques années. C'est des épisodes un peu chaotiques, cette sortie de glaciation. En fait, on a une remontée très brutale vers le chaud, à partir d'il y a 15 000 ans, on va dire. Puis un retour vers le froid, et enfin un retour vers le chaud qui, lui, va être stable. Donc en fait, il y a une très grande fluctuation des températures en quelques millénaires, mais si on veut simplifier, effectivement, on sort d'une glaciation. Donc les calottes polaires, glaciaires en tout cas, celles du Canada, celles de la Scandinavie disparaissent, celles du Groenland et de l'Antarctique subsistent, alors jusqu'à aujourd'hui, pour combien de temps, voilà. Et donc le niveau des océans remonte, les îles qui étaient reliées au continent redeviennent des îles, et nous, ce qu'on explore dans le livre, c'est la question assez ancienne des archéologues, qui est de constater que ce réchauffement coïncide avec l'apparition de l'agriculture. Et dans les millénaires qui suivent, voire
en même temps que ce réchauffement, des groupes humains qui se sédentarisent, qui commencent à cueillir de manière intensive des plantes, en particulier des céréales, à domestiquer des animaux, puis après qui deviennent de véritables agriculteurs, etc. Donc là, ce serait en fait l'une des adaptations les plus manifestes à un changement climatique. C'est-à-dire, il y a un réchauffement, on peut cultiver, allons-y, c'est parti. Et c'est quelque chose qui est ancien hein, chez les archéologues. On a souvent tiré un trait d'égalité, réchauffement climatique au néolithique égale agriculture. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà. C'est toujours plus compliqué que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement l'agriculture apparaître sur divers points du globe, dans les Andes, dans le croissant fertile, en Asie, à peu près à des dates concomitantes, à quelques milliers d'années, quelques siècles près. Oui. Ce qu'on repère quand même, c'est que lorsqu'il y a quand même une stabilité, eh bien, des modèles de vie peuvent également être plus stables et plus pérennes. Et donc aussi, on en retrouve les traces en archéologie. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'aux périodes précédentes où il y a justement cette sortie de la glaciation un peu chaotique, il n'y a pas eu des manières de vivre qui se rapprochaient déjà un peu de l'élevage et de la culture. Et nous, on le sait, on ne devient pas agriculteur du jour au lendemain. On est chasseur-cueilleur, on sélectionne des plantes. Le simple fait de cueillir et de choisir celle-ci plutôt que celle-ci nous amène de plus en plus vers une manière d'être d'agriculteur. Oui. Donc c'est très... c'est les questions les plus complexes de l'archéologie. Ce qui est intéressant, c'est que le climat ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a connu, nous, un autre interglaciaire, une autre période chaude entre deux glaciations. Celle dans laquelle on est aujourd'hui s'appelle l'Holocène. On y est depuis une douzaine de milliers d'années. On a inventé l'agriculture dans cet intervalle. Mais en fait, il y en a eu une autre avant, il y a 115 000 ans, l'interglaciaire entre la glaciation du Würm, la précédente, et celle de Rhys, celle-là encore avant. On appelle l'interglaciaire Rhys-Würm, ou alors on peut l'appeler Léhémien, ça dépend. Mais en fait, il y avait déjà des humains, il y avait des Néandertaliens en Europe, il y avait des sapiens en Afrique, et personne n'a inventé l'agriculture à ce moment-là. Alors qu'il faisait chaud, qu'il devait y avoir des champs de céréales sauvages au Proche-Orient, qu'il devait y avoir les conditions telles qu'on les connaissait il y a 10-12 000 ans. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le changement climatique et le réchauffement ne suffit pas, n'est pas le seul facteur explicatif, c'est sans doute une condition sine qua non pour inventer l'agriculture, parce qu'effectivement, quand il y a des pingouins à Marseille, des rennes partout, on ne peut pas cueillir du blé et en planter. Mais il y a d'autres choses. Il y a peut-être une pression démographique qui s'ajoute, il y a peut-être des facteurs culturels, peut-être qu'on n'était pas prêt à inventer l'agriculture il y a 115 000 ans d'un point de vue des structures sociales, que ça n'avait pas de sens de se mettre à cueillir des plantes de manière intensive et que ça n'avait... Voilà, on ne pouvait pas se transformer complètement la société à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi des pistes qu'on explore. Ça fait penser, pardon, mais moi, ça me fait, aussi, des périodes aussi lointaines nous font aussi réfléchir à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que, visiblement, on n'est pas prêt pour assumer ce qui se passe au niveau climatique actuellement. En revanche, nous n'avons pas le choix. Donc, on le voit dans les partis politiques écolos, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils font parfois un peu une politique un peu en forçant, parce qu'il y a le chronomètre qui s'est activé. Donc c'est aussi des chapitres qui font parfois un petit peu écho avec ce qu'on vit actuellement. Alors, il y a un événement qui est hyper intéressant quand on regarde les courbes, les paléoclimatologues avec plein de... dans les glaces, dans les cernes des arbres, avec plein de techniques, arrivent à reconstituer les courbes de température. Et il y a un événement très particulier, il y a 8200 ans, on voit une baisse de température très forte et très courte. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Est-ce qu'on le sait? On le sait. Maintenant, on le sait. Ouais. Ça a été longtemps cherché. Le coupable a fini par être trouvé. Et on s'est amusé d'ailleurs dans le livre à écrire ce chapitre comme une enquête. Voilà, parce que c'est un livre de vulgarisation, donc il faut aussi que ce soit un livre
de loisir, qui n'est pas que pour apprendre et réviser. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mais effectivement, c'est une signature froide. Il y a un moment très froid qui dure à peu près 150 ans, qui a été identifié à la base, c'est par un palynologue, donc quelqu'un qui étudie les pollens dans des lacs suisses, qui faisait des carottages dans les sédiments, qui sortait les grains de pollen, qui les regardait au microscope. Et quand on étudie les pollens des arbres, on arrive à voir si c'est des arbres qui aiment le froid, qui aiment le chaud, qui aiment l'humidité, etc. Donc on peut reconstituer En tout cas, c'est une donnée climatique. Et effectivement, il y a 8200 ans, donc vers 6200 avant Jésus-Christ, un épisode très froid, très court. Et les études se multipliant à l'échelle du continent européen, on repère que ça ne se passe pas que dans les lacs en Suisse, qu'il y a d'autres données qui enregistrent ça, pas que les pollens. Et pendant une quarantaine d'années, en fait, on ne sait pas. Alors on suppose quand même que c'est l'océan, parce qui dit pic de froid global dit vraisemblablement un mécanisme océanique qui est capable de transmettre ce froid partout. Et le coupable est trouvé au début des années 2000. Et on comprend que c'est en fait le lac qui s'appelle le lac Agassiz, qui a disparu depuis, qui était un lac de fonte de la calotte laurentide dont on a parlé tout à l'heure, la grande calotte glaciaire qui était sur le Canada. Avec le réchauffement, cette calotte glaciaire, elle a fondu. Elle a fondu en partie dans l'océan. Donc là, elle se déverse tranquillement, petit à petit, il n'y a pas de souci. Mais elle a aussi fondu sur le continent. Et sur le continent, elle a fini par former un lac de plus en plus grand, alors qu'il couvrait, ça faisait plus d'une fois et demie la France, c'était des milliers et milliers de kilomètres cubes, c'était de l'eau très froide, de l'eau douce, parce que c'était de l'eau de fonte de glace. Et on comprend qu'il y a 8200 ans, ce lac il se déverse brutalement d'un seul coup dans l'océan Atlantique Nord. Donc en fait, la calotte glaciaire qui le retenait sur le continent, il y a un moment où elle se brise, forcément elle fond de plus en plus, donc c'est inévitable. Et tout à coup, le lac se déverse. Donc, il faut imaginer plusieurs millions de kilomètres cubes secondes. Voilà, c'est monstrueux. En 6 mois à 1 an, ce lac se déverse entièrement. Donc, de l'eau froide, de l'eau douce, qui arrive dans l'océan Atlantique et qui modifie complètement la circulation des courants océaniques qui apportent la chaleur, notamment vers l'Europe. Et donc, ça, on voit après, nous, les conséquences dans l'archéologie. Et c'est intéressant, c'est un peu comme si, alors je n'ai pas les équivalences en tête, mais c'est un peu comme si la mer Caspienne ou une mer de cette taille-là, tout d'un coup se vidait, donc évidemment ça a des conséquences. Est-ce qu'on connaît justement, est-ce qu'il y a des répercussions en Europe typiquement de cet événement-là ? Déjà oui, il faut essayer de visualiser, c'est une catastrophe naturelle. C'est l'océan qui monte de 41 cm partout. Donc ça veut dire qu'il y a déjà les populations qui vivaient autour de ce lac, elles voient comme une baignoire qui se vide, leur paysage, c'est toute leur vie en fait qui se modifie visuellement. C'est un cataclysme symboliquement. Oui, parce que je crois que ça met 6 mois ou 1 an à peu près à se vider. C'est très rapide. C'est hallucinant. Ça a dû forcément marquer les esprits, être transmis à l'oral de génération en génération avec des récits. Est-ce que ça, je le formule sous forme de question, mais est-ce que ça a donné lieu à des mythologies ? Est-ce que c'est ce qu'on perçoit aujourd'hui dans des histoires comme le déluge ? Voilà, c'est d'une telle ampleur que peut-être qu'on a des résidus encore actuellement d'un tel événement. Je croyais que le déluge, de ce que j'en avais compris, aujourd'hui on pensait que c'était plus lié à un événement justement un peu l'inverse, c'est-à-dire une rupture de barrage qui avait tout d'un coup vers le Bosphore englouti des kilomètres et des kilomètres carrés. Le Bosphore s'est rempli à une date que je n'ai plus en tête, effectivement c'était un lac d'eau douce, c'est devenu une mer salée quand il s'est ouvert et assez brutalement la Méditerranée s'est déversée dedans et peut-être, après des hypothèses concernant le déluge et des épisodes catastrophiques comme ça, il y en a plusieurs, hein, mais en tout cas, au-delà donc ce lac qui se vidange, Clotilde l'a dit, c'est 41 cm d'océan mondial qui, partout dans le monde, donc il y a quand même des conséquences globales, voilà, et notamment pour toutes les populations. Pour toutes les populations qui étaient au bord des mers. Ce qu'on voit en Europe, les conséquences archéologiques, puisque c'était ça la question, c'est des sites qui sont abandonnés à ces dates-là et qui
de manière un peu énigmatique, parfois il y a des îles qui sont aussi vidées de leur population. Une île comme Chypre, qui était déjà néolithisée avec des villages sédentaires, avec de l'agriculture, avec de l'élevage, eh bien les grands gisements archéologiques sont désertés. Des îles comme la Crète, comme Corfou, comme certaines îles de Méditerranée comme la Sardaigne, la Sicile. On voit aussi des sites des îles qui se vident de leur population et des sites archéologiques qui sont interrompus. Donc là, il y a des vraies questions sur les conséquences de cet événement. Alors, c'était il y a très longtemps, c'est très difficile à reconstituer avec exactitude, mais on a aujourd'hui des indices qui nous montrent que ce pic de froid sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs encore, ou de jeunes agriculteurs qui sont très dépendants de la pluie, des sécheresses, voilà, eh bien, peuvent forcer à faire complètement autre chose, voire à migrer et abandonner les sites. J'ai découvert il y a quelques années, en lisant un livre de Gilles Rammstein, cette fameuse période du Sahara vert. Donc le Sahara n'a pas toujours été le grand désert qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ça se passe à la fin de la glaciation, donc, dont on a parlé tout à l'heure, avec le réchauffement. L'hémisphère nord reçoit un petit peu plus de soleil. Et sans rentrer dans les détails, ça a une conséquence qui est l'avancée des pluies, des moussons africaines, plus loin vers le nord. Et donc elle rentre très loin dans le Sahara et elle transforme en fait ce désert. Alors quand on dit Sahara vert, il ne faut pas imaginer des forêts, la jungle, etc. Il faut imaginer des prairies, il faut imaginer des savanes. Et surtout aussi, quand on dit vert, il faut dire vert et bleu, parce qu'il y avait des lacs, il y avait des rivières, il y a des poissons absolument partout. C'est un peu le roi lion, quoi. Voilà. Je sais pas, moi je me l'imagine comme ça. Avec des savanes, des girafes, etc. Simbad. Et ça dure plusieurs millénaires, ça se termine vers 3500 avant Jésus-Christ. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça se fait de manière abrupte, c'est-à-dire qu'il y a un seuil climatique. Quand on le dépasse, effectivement, le Sahara devient vert, et quand on repasse en dessous, il s'aridifie très rapidement. Donc nous, on développe cette période verte, on explique à quoi ça devait ressembler, les peuples de chasseurs-cueilleurs qui s'installent. Forcément, s'il y a des animaux, du gibier, les humains suivent. Ils deviennent des pêcheurs, c'est ça qui est assez contre-intuitif, mais qu'en fait, les premiers peuplements à l'intérieur de ce Sahara vert qu'on a, ce sont des gens qui pêchent, qui mangent du poisson. Il y a des vestiges de petits ossements de poisson dans les sites archéologiques. Ce sont des bergers aussi. Et effectivement, ils vont devenir des bergers avec cette aridification qui revient. Ils vont s'adapter, on trouve moins de poissons, mais par contre, il y a toujours de l'herbe. Donc au début, c'est des bovins. Après, ça devient des chèvres et des moutons quand il met à faire de plus en plus sec. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, surtout, c'est la fin de cette période, parce que ça a des conséquences, on va dire, plus visibles en termes de civilisation. Ça devient, oui, comme voilà, l'approche, elle est archéologique dans ce livre. Donc, nous, on essaye d'expliquer au public quels sont les indices que les archéologues ont pour comprendre qu'il y a eu une crise climatique. Et donc là, c'est ce que Lucas disait. Tiens, on passe des bovins aux chèvres. Les chèvres, c'est beaucoup moins pénible à nourrir. Ça se débrouille un peu mieux tout seul. Et puis, il y a des traditions. On trouve quand même beaucoup de restes de bovins. Donc, on se demande s'il n'y a pas eu des abattages aussi pour pouvoir endiguer un petit peu le manque d'eau. Ça passe par ce genre de choses-là. Et ensuite, toujours au niveau archéologique, on trouve finalement dans le désert des peintures, des gravures qui représentent des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est ça aussi la démarche scientifique, c'est qu'on voit des choses qui ne font pas sens, donc on est obligé de comprendre les climats du passé. Et ça, c'est un leitmotiv de la recherche. Parce qu'on voit que dans le Sahara, il y a encore il y a des peintures rupestres. Ouais. En fait, il y a plein de restes de population humaine. Oui, en fait, c'est même ce qui a mis la puce à l'oreille au départ sur cette idée de climat différent pour le Sahara, c'est que alors c'était probablement connu des marchands caravaniers qui fréquentaient la région depuis très longtemps, mais les expositions coloniales françaises à partir du milieu du 19e siècle, puis surtout au début du 20e siècle, qui effectivement trouvent sur des rochers des peintures de girafes, d'hippopotames, de vaches, dans des endroits où parfois il pleut 2 mm d'eau par an et où il n'y a pas un brin d'herbe. Donc soit on se dit, certains ont dit ça devait être des gars qui sont allés visiter le sud, qui ont fait un voyage et puis qui ont peint ce qu'ils ont vu quand ils sont rentrés. Et puis après, on s'est dit, non, probablement qu'il y a plusieurs milliers d'années, on ne savait pas quand. Elles sont toujours très difficiles à dater, ces peintures, et c'est toujours un grand débat entre archéologues qui s'affrontent très régulièrement pour des questions de millénaires.
Mais si le public veut aller voir un peu à quoi ça ressemble, faut aller taper Tassili à Nagère. Et là, il y a plein de photos qui sortent, c'est magnifique. Hein. Vraiment, ça, c'est dans le sud algérien, mais il y a des peintures aussi du côté de la Libye, du côté du Niger. Voilà, effectivement, des vestiges de cette présence et de ces climats qu'on voit de la même manière que des humains ont peint des mammouths dans le Périgord. Là, ils ont peint des girafes dans le sud de l'Algérie, là où il n'y en a plus aujourd'hui. Ouais. L'aridification, tu le disais, Lucas, l'aridification, c'est quelque chose d'assez brutal. Donc du coup, il y avait des populations qui vivaient dans ces régions-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces populations ? On pense qu'elles se sont agrégées dans la vallée du Nil ? En tout cas, on peut, oui, le voir. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure avec des régions refuges. Effectivement, si le désert s'aridifie, il faut aller ailleurs. Hein. Si on ne peut plus élever nos chèvres, soit il faut accepter de mourir, soit il faut migrer. On va plutôt migrer. Hein. Donc, il y a des gens qui vont vers les côtes, tout simplement vers les côtes d'Afrique du Nord, ou alors qui redescendent au sud vers le Sahel. Et puis d'autres qui vont aller vers la grande vallée, à part le Niger, la grande vallée de ce désert, c'est la vallée du Nil, alors qui pouvait être très inhospitalière paradoxalement pendant la période humide, parce que une Afrique qui recevait beaucoup plus d'eau, c'était des crues gigantesques, c'était des marais à perte de vue, donc c'était des endroits où il y avait, on pouvait pas cultiver, on pouvait pas se déplacer aisément, où il devait y avoir des maladies avec les moustiques, etc. Et donc à partir du moment où le Sahara s'aridifie, où les moussons se calment, eh bien le Nil devient ou redevient un fleuve stable, avec des crues annuelles qui sont tellement précises que on sait où elles s'arrêtent en temps normal et où on peut prévoir, on peut planter ses parcelles, etc. Et le Nil devient le berceau de la civilisation égyptienne qu'on connaît. Oui, c'est une aubaine, mais c'est des facteurs naturels, climatiques qui offrent cette possibilité-là. Et on voit bien que l'État égyptien va administrer son territoire en fonction de cette ressource et donc de ce climat. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver après, on en parlera après avec l'Empire romain, mais c'est des capacités politiques à prendre en compte ce qui est accessible. Et donc on peut peut-être imaginer que les populations de bergers sont allées chercher du travail ailleurs, ou ont été rendus esclaves, je n'en sais rien, mais en tout cas, on parlait de douleurs, de difficultés, dans ces moments-là. Est-ce que c'était des populations qui pouvaient arriver dans ce pays et trouver du travail comme ça, ou est-ce qu'ils avaient les jobs les plus pénibles et précaires ? Enfin, bon, j'utilise des mots anachroniques, mais pour que ça parle peut-être un petit peu plus. Si j'essaye de résumer et de le faire à gros traits, mais pour qu'on comprenne, en gros, le Sahara s'aridifie, les populations migrent, se sédentarisent parce qu'ils n'ont plus trop le choix, alors que probablement il y avait des populations aussi nomades de bergers, tu le disais Clotilde. Et du coup, il y a une concentration de population, une densité de population qui fait qu'on commence à avoir des proto-États, des débuts d'États, et la civilisation égyptienne qui émerge comme ça. C'est ça qu'on pressent en caricaturant ? En tout cas, la coïncidence est intéressante à noter, puisque 3500, cette aridification finale et brutale, effectivement, si on pense à des documents comme la palette de Narmer, qui est un peu, pour les égyptologues, les prémices de l'unification de l'État égyptien. On voit un pharaon qui est en train d'éclater le crâne de ses ennemis et de montrer que ça y est, il va unifier l'Égypte. On a effectivement des royaumes qui se mettent en place dans la vallée du Nil. On a une agriculture sédentaire qui devient hyper productive, une croissance de la population, le Nil qui est enfin, je le disais, stable, ça veut dire qu'il va être navigable aussi, donc on va pouvoir commercer sans rupture de charge le long de ce fleuve. Donc il y a comme ça un effet d'aubaine, ce qu'a dit Clotilde, et la synchronisation est quand même intéressante à noter. Alors c'est des questions qui sont encore une fois toujours débattues, nous on tient à le dire, on le dit dans le livre, on cite toutes les sources qu'on utilise, et certains archéologues vont aller très loin en disant c'est les populations du Sahara qui ont migré, qui sont à l'origine des États égyptiens, etc. D'autres sont beaucoup plus prudents, mais ce dont on est sûr, c'est que cette région du Sahara, la vallée du Nil, était en contact depuis des millénaires, qu'on a des matériaux qui s'échangent, qu'on a des populations qui fréquentent de manière saisonnière la vallée du Nil, et donc il y a toute cette opportunité avec ce changement climatique qui apparaît dans cette vallée et que des populations s'y engouffrent. Ouais.
Alors si on avance un peu, il y a en termes d'archéologie une période un peu mystérieuse, c'est celle de l'effondrement de l'âge du bronze. On voit dans plein de cités méditerranéennes, en général les Grecs en particulier, des effondrements, des cités qui sont incendiées, des cités qui sont abandonnées. Est-ce qu'on a forcément le climat devient un peu suspect quand on essaie de résoudre cette question-là? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un facteur climatique? Est-ce que c'est plusieurs facteurs qui ont causé ces effondrements de l'âge du bronze? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, on suspecte 3 années de sécheresse successives qui, sur des sociétés donc, de l'âge du bronze, donc citons les sites parce qu'ils ils sont connus, c'est notamment Mycène, dans le Péloponnèse. C'est des sociétés, c'est des villes qui, oui, nous montrent des traces d'incendies et visiblement, oui, 3 années de sécheresse successives ont des conséquences désastreuses sur les populations. Donc ça veut dire des famines, ça veut dire des difficultés à s'alimenter, une pression sur les sociétés. Donc est-ce qu'il y a des rivalités entre différents villages qui amènent à des conflits? Voilà. En fait, les archéologues ont d'abord constaté l'effondrement dans beaucoup de sites de l'est de la Méditerranée. Donc il y a Mycène, on peut citer Troie aussi, la gare de Troie, voilà, c'est au nord-ouest de la Turquie, plein d'autres sites au Proche-Orient. Et les archéologues ont constaté qu'ils étaient à peu près synchronisés, elles étaient un peu synchronisées, ces destructions. Et donc après, on a cherché le coupable. Et encore une fois, c'est un peu une enquête. Et le climat a vite été un coupable idéal, en fait, puisque qui dit synchronisation sur une région, dit événement peut-être un petit peu global. Sauf que, effectivement, ce qu'on constate, c'est des incendies, c'est des destructions. Et or, le climat ne brûle pas les villes, ne les détruit pas, normalement. Donc ça, voilà. En tout cas, pas tout seul. Donc il faut des révoltes, il faut des guerres, il faut quelque chose, peut-être motivé par le climat, mais en tout cas, voilà. Clotilde a parlé de 3 années de sécheresse. Ça, c'est l'une des toutes dernières études. Si on avait écrit ce livre 1 an plus tôt, on l'aurait tout simplement pas eu. Puisque je crois qu'elle est parue en même temps qu'on écrivait, en juillet 2023. Et c'est une étude de dendrochronologie, donc l'étude de la croissance des cernes des arbres. Donc les cernes qu'ils forment chaque année en grandissant, ces arbres. En fonction de leur taille, ils nous renseignent s'ils ont grandi beaucoup ou pas beaucoup, donc si les années étaient favorables ou pas. Et en fonction de l'essence des arbres, de l'espèce de l'arbre, on sait si c'est lié à de la chaleur, à de l'humidité, à de la sécheresse, etc. Et donc là, il y a une séquence extraordinaire qui est du centre de la Turquie, sur du genévrier, je crois, et qui montre effectivement juste à ce moment-là, au moment de toutes ces destructions, donc on va dire en 1200 avant Jésus-Christ pour faire simple, 3 années d'une sécheresse extraordinaire. Or, on sait que ces sociétés, elles étaient vraisemblablement tout le temps un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'une année de sécheresse, c'était très problématique, mais s'il y avait une bonne année derrière, ça rattrapait. Ces petits royaumes de Méditerranée orientale, ils étaient en lien les uns avec les autres, ils commerçaient. On sait que les Hittites, par exemple, demandaient tout le temps aux Égyptiens de leur envoyer des bateaux chargés de blé, parce qu'ils étaient à la limite de la famine, mais que ça tenait à peu près comme ça. Donc effectivement, peut-être que 3 années de sécheresse d'affilée, donc qui ne permet pas de récupérer l'année d'après, ni l'année d'après, est un stress trop important pour ces sociétés qui surexploitent peut-être déjà un peu leur environnement. On a des bons indices de déboisement dans certaines de ces régions pour avoir de nouvelles terres. Peut-être qu'on a une agriculture qui est à la limite de sa productivité aussi. Donc ça, c'est des questions qui sont toujours un petit peu en suspens, mais qu'on entrevoit avec les données archéologiques. Et donc là, c'est pas forcément un changement long, comme on a pu l'évoquer dans d'autres chapitres, mais c'est un événement brutal qui, pour le coup, fait figure de véritable crise climatique. Est-ce que c'est que le climat? Sans doute pas. Il faut des fragilités préexistantes, il faut des structures sociales et économiques qui favorisent peut-être la crise, mais en tout cas, oui, un événement climatique a probablement joué un grand rôle là-dedans. Et pour qu'on se rende compte, quand même, on parle de la fin de la civilisation mycénienne à cette époque-là. On voit aussi, notamment chez les Égyptiens, parler de déferlement des peuples de la mer. Est-ce que ça, c'est de la propagande de l'époque, ou on voit des migrations massives à cette époque-là de manière généralisée sur le bassin méditerranéen? Oui, visiblement, il y a un effet domino. Des populations qui arrivent,
qui en pousse d'autres, qui en poussent d'autres. Voilà, c'est des situations de crise. En fait, les peuples de la mer, et leur origine est toujours plus ou moins mystérieuse. Il y a des dizaines et des dizaines de livres, des centaines d'archéologues qui travaillent sur ces questions. Donc on ne les résout pas effectivement dans les quelques pages consacrées à ce sujet-là. Mais on voit, oui, des migrations. Alors en tout cas, on les suppose, puisqu'on a des nouveaux objets qui apparaissent, des objets grecs, ou en tout cas qui ressemblent beaucoup aux objets grecs qui arrivent au Proche-Orient. On voit comme une déferlante. En tout cas, c'est ce que nous dit l'État égyptien, qui parle de peuple de la mer. Et c'est gravé sur les temples de Médinette Abou. Là, on raconte comment le pharaon a réussi à les vaincre. Donc effectivement, le pharaon, il veut se donner le beau rôle. On ne sait pas à quel point les ennemis étaient nombreux, à quel point c'est une invasion, ou si c'est juste un raid de pirates qu'il a arrêté avec sa marine de guerre. Ou, voilà. Donc, en tout cas, on a tout ce faisceau de preuves à partir d'une date de destruction, de migration, d'événements climatiques. Donc, si on arrive à relier un petit peu tous les points, on voit se dessiner effectivement un événement global catastrophique et qui amène complètement autre chose, parce que l'effondrement de l'âge du bronze, comme son nom l'indique, en fait, on passe à autre chose après. Ces sociétés, quand elles se relèvent plusieurs siècles après, en Grèce ou au Proche-Orient, c'est autre chose, c'est l'âge du fer. C'est plus des grands royaumes, c'est des petites principautés. C'est plus ce grand commerce à l'échelle de la Méditerranée. C'est des contacts beaucoup plus localisés, qui vont être peut-être un petit peu plus guerriers aussi, avec d'autres valeurs, Voilà, on est passé à un autre monde, donc on s'est relevé, mais d'une autre manière. Pour comprendre des parties de l'histoire, il faut miser sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire que là, on a évoqué des analyses dendrochronologiques, des fouilles archéologiques, des études d'historiens ou en tout cas d'épigraphes qui vont constater sur les temples des bas-reliefs. Voilà, c'est tout ça, c'est comme ça qu'on arrive à synthétiser et à proposer au public, que ce soit en livre ou en documentaire, un récit qui est évidemment partiel, mais c'est déjà énorme ce qu'on arrive à faire. Enfin, ça suggère aussi des technologies de pointe et aussi de l'érudition à certains niveaux. Donc moi, j'aime beaucoup ce chapitre pour ça. C'est que ça offre au public un panel des sources d'informations qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et c'est notre grande chance si on doit parler après du 21e siècle. C'est le nombre de données qu'on a à notre disposition pour comprendre ce qui se passe. Alors, juste avant le 21e siècle, il y a deux petites époques que j'aimerais expliquer. Il y a, justement, on a parlé beaucoup de catastrophes jusque-là, et souvent le climat est vecteur de catastrophes. Mais il y a une période de redout qu'on appelle l'optimum climatique romain. À cette période-là, est-ce que le climat, en gros, la question, c'est est-ce que le climat a favorisé l'essor de l'Empire romain ? En tout cas, ils en ont profité. Inconsciemment ou consciemment, je pense un peu... Non, mais c'est-à-dire qu'entre 200 avant, 200 après, ce qui correspond à l'âge d'or... Après Jésus-Christ, pardon, oui. 200 avant, 200 après Jésus-Christ, ça correspond à l'âge d'or de l'Empire de Rome. Et au niveau des données climatiques, on se rend compte que oui, il fait un petit peu plus chaud et surtout, c'est stable. Et ça, cette stabilité, on a déjà utilisé ce mot, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'implantation d'une activité commerciale, ou la vie en général. Voilà. Et on va voir, la vigne qui va être implantée en Angleterre, des sources d'eau en Turquie qui n'existent plus actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Empire romain, un peu comme l'Égypte, s'administre autour de l'eau. Le symbole de l'Empire romain, c'est l'aqueduc. Donc cette disponibilité des ressources naturelles va être un élément très très important de la vivacité de leur économie. Ouais, juste revenir sur qu'est-ce qui cause peut-être ce petit optimum climatique, c'est l'activité solaire. Il y a une période effectivement de quelques siècles au tournant de notre ère pendant laquelle le soleil va être un petit peu plus actif. Il a des grands cycles, le soleil. On
pourra parler d'un cycle où il est moins actif juste après. Mais donc là, on a une période stable, un petit peu plus chaude. Qui dit plus chaude, il y a un petit peu plus d'humidité aussi, puisque plus d'évapotranspiration, un petit peu plus de pluie. Et donc un climat bénéfique pour implanter, quand on est méditerranéen, implanter des plantes méditerranéennes plus au nord. Hein. Les Romains, partout où ils arrivent avec de la vigne, de la châtaigne, de l'olivier, et ils l'implantent dans des endroits où ça ne pousse plus aujourd'hui. Donc on voit des oliviers, par exemple, à 1500 mètres d'altitude en Turquie, là où, avec des pressoirs pour l'huile, là où il y a plus d'oliviers qui poussent, c'est pas possible. On a des indices d'auteurs romains aussi qui nous parlent des jours de pluie par an. Notamment, on a un géographe à Alexandrie qui tient un espèce d'almanach où il explique jour par jour ce qui se passe. Il note les jours de pluie. Et on se rend compte que ça colle pas du tout avec les pluies au nord de l'Égypte aujourd'hui. Donc on a comme ça un certain nombre d'indices. Plus toutes les autres données géoclimatiques avec les stalactites, les stalagmites, les pollens, etc. Mais voilà, une période favorable. On en a plus souvent parlé quand elle se termine. Il y a un livre de Kyle Harper là, qui a été un best-seller, Comment l'Empire romain s'est effondré, qui fait la part belle au climat, aux épidémies, etc. Alors c'est un peu le serpent de mer, hein, l'effondrement de l'Empire romain. Tous les historiens ont proposé que ce soit telle chose ou telle cause plutôt qu'une autre. Et voilà. Et au final, chaque année, il y a une nouvelle tendance. C'est bon. Multifactoriel. Et voilà. Mais effectivement, la fin de cet optimum, si on est habitué à avoir un climat stable, plutôt bénéfique, avec de l'humidité pour pouvoir en fait faire de l'agriculture comme on veut, que ce soit hyper productif, que ça marche, si on surexploite ces ressources parce qu'il y en a, le jour où il y en a moins, et que on se retrouve en difficulté. Système est basé là-dessus, voilà. Sur le fait que ça va continuer. Quand il faut nourrir les villes et les populations, alimenter une armée, gérer un État, il ne faut pas oublier que la ville de Rome, juste la capitale, est ravitaillée par des milliers de bateaux tous les ans qui sont chargés de céréales pour faire des distributions, pour nourrir cette population qui devait faire plus d'1 million d'habitants. Voilà. On a des missives où à chaque fois on se rend compte qu'ils sont en manque de blé. Enfin, le blé, il y a des entrepôts. Non, mais c'est une crainte constante. C'est-à-dire comment on va assurer le blé. Et puis l'Empire romain a des armées. Enfin, c'est ça surtout. Et les armées, il faut les nourrir. Donc c'est un casse-tête monstrueux. Donc oui, c'est... Voilà, une période favorable et qui... alors, paradoxalement, les voisins de Rome l'ont aussi connue, cette période favorable, mais sans doute que les Romains l'ont peut-être un petit peu mieux exploitée que les autres. Voilà. Et on ont tiré avantage pour une expansion et que ça a dopé cette expansion un petit peu plus. Oui, c'est intéressant quand on parle des effondrements. Rome, tu l'as dit, Lucas, a atteint plus d'1 million d'habitants et quelques siècles plus tard, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est moins de 30 ou 40 000 habitants. Enfin, il y a vraiment des effondrements pour le coup réels. On parlait de donc l'activité du cycle solaire. Bon, c'est un peu complexe de voir l'activité de l'étoile, mais elle est reliée quand même. C'est une des causes d'une autre période qui est souvent un peu connue, c'est le petit âge glaciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce qui cause ce petit âge glaciaire, qu'est-ce que c'est et quelles en ont été les conséquences pour les populations ? Donc on a parlé d'activité solaire un petit peu plus forte. Le petit âge glaciaire, c'est vraisemblablement le contraire. Plusieurs périodes pendant lesquelles le Soleil a des minimums et qui ont été identifiées d'abord par des astronomes. Tu peux peut-être donner la chrono ? Oui, on est entre 1300 et 1850 pour prendre très large. Voilà. Il y en a qui le resserrent un petit peu plus, mais donc c'est la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne, quoi. Et ça a été identifié notamment en comptant le nombre de taches qu'a le solaire, des taches noires hein, qu'on voit parfois quand on voit des images sur le Soleil. Plus la tache, plus l'activité est importante. Et il y a eu des périodes parfois de plus d'1 siècle pendant lesquelles il n'y en avait presque pas. Donc le Soleil avait une activité moindre. C'est pas grand-chose à l'échelle globale, ça peut être un demi-degré. Mais en fait, on se rend compte, en Europe en particulier, là où on a le plus de sources, que ça va donner des hivers extrêmement rudes, des étés pourris. Et donc, comme on parlait tout à l'heure des sécheresses, plusieurs étés pourris d'affilée, c'est tout de suite une famine parce qu'en fait, on ne peut pas récupérer, on n'a pas de stock à ce point-là, on ne peut pas aller chercher forcément comme aujourd'hui dans le reste du monde d'autres denrées alimentaires.
Donc ça peut avoir des conséquences assez c'est pas dramatiques. beaucoup, hein, c'est quoi? C'est 1 degré de moins? 0,5 ou 1 0,5, degré voilà. maximum. Et ça a des conséquences, pour les paysans notamment, c'est catastrophique. Les récoltes, elles sont ravagées, ils gèlent sur les premiers bourgeons du printemps, puis ils gèlent une fois que ça a réussi à fructifier, donc on ne peut pas récolter. Enfin, c'est déprimant à un point inimaginable. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on parle de 1 degré, c'est des moyennes mondiales qui euphémisent beaucoup les extrêmes de température. Ça veut dire qu'il peut y avoir 5, 6, 10 degrés par saison de différence selon les régions du monde. Enfin, il y a des épisodes notamment où la Tamise gèle, ou enfin, vraiment de très grands froids qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Bah, oui, en France, souvent, on cite souvent cet exemple que le vin à la cour du roi gèle. Bon, je ne sais pas si cette anecdote est réelle, mais bon, il fait très froid. Il y a des grands hivers, par exemple, qui vont descendre sur la Méditerranée, des froids qui vont ravager toutes les cultures d'agrumes et d'oliviers, où on est obligé de couper tous les vergers parce que tout simplement tous les arbres sont morts. Il y a comme ça des événements extrêmes qui sont connus. Au-delà de l'activité solaire, il y a probablement d'autres mécanismes qui se rajoutent. Nous, on parle dans le livre aussi des éruptions volcaniques. Ce que font les éruptions volcaniques, c'est qu'elles envoient dans l'atmosphère des gaz sulfurés et qui vont renvoyer une partie du rayonnement solaire. Donc non seulement le soleil est un petit peu moins actif, mais en plus il y a une partie de ces rayons qui sont renvoyés dans l'espace par l'atmosphère chargée de ces gaz. Et il se trouve que pendant le petit âge glaciaire, il y a beaucoup de très grosses éruptions en Indonésie, en Islande, au Pérou, dans différents endroits du monde, mais qui surchargent cette atmosphère parfois pendant plusieurs années et qui vont avoir des effets négatifs qui parfois déclenchent une rétroaction. C'est-à-dire qui dit un petit peu plus de froid dit par exemple une banquise qui va grandir un peu plus, qui va modifier peut-être l'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est la couleur d'une surface et comment elle renvoie aussi la lumière. Une surface blanche renvoie beaucoup de lumière, donc s'il y a plus de surface qui est englacée, elle va renvoyer plus de chaleur vers l'espace. Donc qui dit plus froid, dit plus froid, dit plus froid, etc. Il peut y avoir comme ça une accumulation de facteurs et il peut y avoir un effet d'emballement. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Je résiste pas quand même parce qu'il y a quelque chose qui est très drôle, c'est qu'il y a un des minimums, donc tu l'as dit, il y a plusieurs minimums solaires où on voit l'activité de l'étoile qui baisse, et il y en a un qui est assez drôle. Je te laisse le dire parce que quand même que je l'ai découvert dans votre livre. Par rapport au surnom de Louis XIV. En fait, il se trouve que le minimum de Maunder, qui est l'astronome qui a mis en évidence cette activité faible du Soleil, coïncide presque à l'année près avec les dates de règne de Louis XIV, qui était surnommé le roi Soleil. Donc voilà, on explique que le surnom était très mal porté parce qu'en fait son règne correspond à une période où le Soleil s'arrête. Enfin, pas s'arrête, voilà, mais en tout cas, ça aurait été un problème. Mais en tout cas, à une activité solaire bien inférieure et donc des hivers extrêmement froids. Et voilà, donc c'est assez drôle, oui. Dernier sujet qu'on va aborder, c'est effectivement, on voit que ces épisodes naturels, parfois sur des périodes très longues, où le réchauffement et les refroidissements mettent très longtemps à arriver sur Terre. Parfois, c'est des choses un peu plus rapides, comme avec les minimums solaires, mais on est de l'ordre du demi-degré ou du degré. On n'a pas parlé de l'activité volcanique en longueur, mais par exemple, les éruptions des mégavolcans comme le Tambora au 19e siècle, c'est de l'ordre de 1 degré. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport au changement climatique actuel, sur lequel, je précise, il n'y a aucun doute sur le facteur anthropique, c'est-à-dire que c'est l'homme. Voilà, comment vous voyez ces différences des climats passés qui ont pu évoluer de manière naturelle et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Il faut, pour rappeler déjà effectivement le caractère totalement anthropique, juste un chiffre, voilà, on n'en a pas trop donné, mais pendant toutes les périodes qu'on a citées, et depuis plusieurs millions d'années, en fait, la quantité de CO2 dans l'atmosphère varie entre deux extrêmes. Un extrême chaud, qui est de 280 parties par million de CO2, c'est comme ça qu'on compte le CO2 dans l'atmosphère, et un extrême froid, quand il fait froid, quand on est en période de glaciation, il est à 180. Donc on est entre 180 et 280, et le cycle naturel, c'est des oscillations qui sont guidées par les paramètres orbitaux, par certaines choses, et le CO2 suit. Aujourd'hui, on est à 410, et les trajectoires...
Un peu plus? Ouais. Combien? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour de 430. Déjà? Ouais. Très bien. On est à plus de 400. Les trajectoires du GIEC, si on ne modifie pas, ça nous amène peut-être vers 700 à la fin du siècle. Donc on est en fait dans quelque chose qui est totalement inconnu dans l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on a connu des changements climatiques, mais pas avec de telles quantités de CO2. L'un des enjeux aujourd'hui, c'est de comprendre ce que ça va donner. Parce que avec les études des climats du passé, on sait ce que ça donne quand le soleil est un peu plus chaud, quand il est un peu plus froid. On peut savoir ce que ça donne quand il y a des grandes éruptions. On peut savoir ce que ça donne quand les paramètres orbitaux sont un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Par contre, un monde avec plus de 400 parties par million de CO2, ou 500, ou 600, ou 700, on ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, il faut produire des simulations, il faut essayer d'arriver à comprendre ça. Alors, on commence à voir ce que ça donne en termes de température, puisque si on colle cette courbe de CO2 avec la courbe des températures, on le fait dans le livre, on met, c'est vraiment tiré des rapports du GIEC, hein, c'est mettre côte à côte les deux courbes, le CO2 qui monte, les températures qui montent, donc... Voilà, il n'y a aucun autre facteur à part l'augmentation du taux de CO2 qui explique ça, donc on est en plein dedans. L'enjeu, et nous c'est à la fois l'une des raisons de ce livre, mais c'est en même temps l'une de ses limites, c'est qu'on ne peut pas tirer des leçons directement de ces changements du passé et les appliquer à aujourd'hui. Comprendre un minimum solaire il y a quelques siècles ou le maximum glaciaire il y a 20 000 ans avec des chasseurs-cueilleurs et voir comment ils se sont adaptés, nous, ça ne nous permet pas de savoir comment gérer 250 millions de réfugiés climatiques dans les 25 prochaines années. Donc on a à la fois toutes les clés pour comprendre, puisqu'on a bien compris comment le climat a changé, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'adaptation humaine, mais en même temps on est obligé à la fin de constater qu'on est dans quelque chose d'inédit, et en termes de population, en termes d'ampleur des adaptations et de rapidité du changement. Et puis voilà, la volonté de faire du documentaire, c'est aussi d'éviter d'être dans le déni. Normalement, quand on lit ce livre après, on ne peut pas l'être. On comprend d'où viennent les changements climatiques et que celui-ci, qui nous concerne, est bien d'ordre humain. Et ce que le chiffre qu'avançait Lucas, là, les 700 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, là, on bascule dans de la science-fiction. On ne sait pas comment on vit avec de telles doses, avec un tel taux de CO2. Et ce serait bien qu'on ne vive pas dans cette fiction, que ça ne donne pas, justement, t'évoquais l'éruption du Tambora en 1815. Cette catastrophe naturelle a sans doute inspiré Mary Shelley pour Frankenstein. Donc on est dans une œuvre de science-fiction. Ce serait bien que les productions documentaires permettent de éviter au maximum qu'on connaisse des histoires qui frôlent avec la science-fiction. C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est aussi donner au public, aux lecteurs, des informations précises et qui soient aussi synthétiques. Là, on parle de livres depuis une heure à peu près. Il faut que... C'est des données qui sont assez complexes et donc il faut que ce soit mis par écrit, il faut que ce soit disponible et qu'on puisse le consulter, le reconsulter, se remettre dedans parce que c'est pas facile de se souvenir de tous ces chiffres, de toutes ces données. Et puis faire aussi rééquilibrer aussi avec des données fausses qui circulent. C'est aussi ça notre problème actuellement au XXIe siècle. C'est des euphémismes sur la situation actuelle. Voilà. Clotilde et Lucas, un grand merci d'être venus au micro du Green Letter Club. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt.